Il est l'incarnation de l'autodidacte et du rêve américain. Ce jeune cancre des quartiers défavorisés de Détroit est devenu l'un des neurochirurgiens les plus réputés au monde. Et son parcours extraordinaire a été immortalisé dans Des mains en or. Mais si l'histoire de Ben Carson vous paraît fantastique, elle est bel et bien réelle. Et je vais vous la raconter. Benjamin Salomon Carson naît le 18 septembre 1951 à Détroit dans le Michigan. Son père Robert Salomon Carson est un pasteur adventiste. Sa mère, Sonia Copeland, elle, est illettrée, car elle a arrêté l'école à 13 ans pour se marier. Alors qu'il est âgé de 8 ans, les parents de Benjamin divorcent. Sa mère accuse son mari de mener une double vie avec une femme et d'avoir d'autres enfants. Une fois le divorce prononcé, elle décide d'élever ses enfants seuls. Benjamin et son frère Curtis doivent donc quitter le foyer familial pour aller vivre dans un petit appartement avec leur mère. Pour subvenir à leurs besoins, elle met en location la maison qu'elle a obtenue après le divorce et cumule plusieurs petits boulots, dont babysitter et femme de ménage. À l'école, Benjamin est en grande difficulté. Alors qu'il est en CM2, il est le dernier de sa classe et ses camarades le traitent même de débile. Quand il rentre le soir, sa mère ne peut pas l'aider, car elle ne sait pas lire, mais elle ne veut pas lui montrer. Et si Sonia Copeland souffre de son handicap, elle ne manque surtout pas d'ambition pour Benjamin et son frère Curtis. Quand elle s'aperçoit que ses fils ont des mauvais résultats, elle passe à la méthode radicale. Fini la télé ou presque. Benjamin et Curtis ne peuvent regarder qu'un programme télé de temps en temps, et à la place, ils doivent lire. Oui, je sais que certains d'entre vous ont connu ça. Les parents qui éteignent la console juste après avoir vu le bulletin, mais chez Benjamin, ça fonctionne. Sa mère lui demande de lire 2 livres par semaine et d'en faire un résumé écrit, ce qu'il fait à chaque fois. Non seulement le gamin commence à apprécier la lecture, mais rapidement, il obtient de meilleures notes et progresse très vite. Benjamin lit tellement de choses qu'il finit par impressionner tous les autres élèves et être incollable sur plein de sujets, à tel point que quand son prof interroge tout le monde sur des échantillons de roches, il est le seul à pouvoir répondre. À la fin de l'année, il passe de dernier de la classe à premier. Ah ouais, ça marche d'éteindre la télé en fait. Benjamin continue sur sa lancée et dévore de plus en plus de livres. Il poursuit ses études et ressort diplômé du lycée avec mention. Même s'il garde en tête son rêve d'enfant, devenir médecin, il décide d'abord d'étudier la psychologie à la très prestigieuse université de Yale. Il obtient sa licence et continue d'étudier, mais il change de voie. Il s'intéresse désormais à la neurochirurgie. Oui, la neurochirurgie. On vous a dit que ça fonctionnait de regarder un peu moins la télé. Il s'inscrit à l'université du Michigan où il étudie cette discipline très complexe. Et là, il brille encore. Ah ça y est, on l'arrête plus Benjamin. Encore une fois, il se démarque des étudiants, notamment grâce à une excellente coordination œil-main. En gros, ça veut dire qu'il utilise très bien ses yeux pour les coordonner avec les mouvements de ses mains. Et ça, c'est clair que pour un chirurgien, ça peut être utile. À côté de ça, Benjamin n'est pas tout le temps le nez dans ses bouquins. Quand il a du temps libre, il flirte avec une dénommée Lacena Rustin, qu'on surnomme Candy. Elle aussi, c'est une élève de Yale et elle est très douée. Les deux génies se plaisent énormément et ils se marient en 1975. 2 ans plus tard, il sort de Yale avec un doctorat en neurochirurgie. Dès 1978, Benjamin intègre l'hôpital Johns Hopkins à Baltimore. C'est l'un des hôpitaux les plus réputés du pays. Là, il exerce comme neurochirurgien et se fait à nouveau remarquer. En 1985, il est confronté à un cas très compliqué. Une fillette de 4 ans qui souffre de troubles neurologiques depuis qu'elle est toute petite. Elle souffre énormément et ces troubles lui provoquent environ 120 crises par jour. Des crises qui l'empêchent de parler ou de marcher correctement. Tous les traitements, ou presque, ont déjà été testés sur la fillette. Et rien ne marche, à tel point que ses parents sont désespérés. Le docteur Carson pense alors à une solution. Réaliser une hémisphérectomie. Concrètement, c'est une opération très compliquée et qui avait plutôt été abandonnée par les médecins jusqu'ici à cause des complications post-chirurgicales qu'elle peut provoquer. Et on comprend pourquoi. Cette opération consiste à retirer la moitié du cerveau. Carson arrive à convaincre les parents et c'est une réussite. Après plusieurs mois de rééducation pour corriger une partie paralysée de son corps, elle s'en sort sans même perdre l'usage de la parole. Là, Benjamin Carson se fait à nouveau remarquer grâce à cette opération. Mais ce qu'il va réaliser après est encore plus exceptionnel. En 1987, on le contacte pour aller en Allemagne. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est un véritable challenge qui l'attend. Réussir à séparer 2 jumeaux siamois
reliés par la tête. Aujourd'hui, vous avez sûrement déjà entendu parler de ce genre d'opération. Mais à cette époque, aucune intervention de ce type n'a réussi à fonctionner. En fait, le risque principal, c'est au moment de la séparation. Si les deux jumeaux, dans ce cas précis, ont bien deux cerveaux différents, au moment de les séparer, ils risquent de perdre énormément de sang et tout simplement de mourir. Malheureusement, c'est ce qui est déjà arrivé dans plusieurs opérations de ce genre. Et si Benjamin Carson aime le challenge et croit en lui, cette fois-ci, il n'est vraiment pas sûr de réussir l'opération. Il se rend tout de même en Allemagne pour rencontrer les parents et surtout les deux enfants siamois. Il hésite d'abord car il ne sait pas comment les opérer sans que les deux perdent tout leur sang. Mais après plusieurs semaines, il finit par accepter. Pour cette intervention, Carson dirige une équipe de 70 personnes qui connaissent leur rôle et leur mission par cœur. L'opération doit se dérouler selon un schéma très précis. Pour éviter une hémorragie trop importante, il faut les plonger en hypothermie pendant l'opération et provoquer un arrêt cardiaque volontaire pendant que les deux enfants sont reliés à des machines. Cette technique lui permet de séparer les jumeaux sans qu'ils ne perdent trop de sang. Ensuite, ce sont les personnes en charge de la chirurgie reconstructrice qui prennent le relais. Après 22 heures d'intervention, l'opération est un succès. Les deux jumeaux Patrick et Benjamin Binder sont séparés sans avoir subi aucune complication. 7 mois plus tard, ils rentrent en Allemagne avec leurs parents. Le docteur Benjamin Carson, lui, devient ainsi le premier médecin à réussir la séparation de deux siamois reliés par la tête. À 33 ans, il est le plus jeune chef de service de neurochirurgie pédiatrique de l'hôpital Johns Hopkins. En à peine 25 ans, l'ancien cancre de Détroit est devenu l'un des chirurgiens les plus réputés dans le domaine. Je répète, éteignez la télé et allez lire un livre. Enfin, éteignez pas la vidéo tout de suite. Grâce à ses exploits en médecine et son parcours hors norme, Benjamin Carson commence à devenir une personne reconnue dans son pays. En 2008, George Bush le décore de la plus haute distinction possible aux États-Unis, la médaille de la liberté. Là, il se fait connaître non seulement dans le monde médical, mais aussi auprès du très grand public. En 2015, après avoir pris sa retraite en tant que chirurgien, il décide de se lancer en politique. Il se présente aux primaires républicaines contre plusieurs autres candidats, dont Donald Trump. Bon, cette fois-ci, pendant sa campagne, Ben Carson ne se fait pas remarquer pour ses exploits comme d'habitude, mais plutôt pour des déclarations polémiques. Il qualifie notamment la réforme de la santé dite Obamacare de, je cite, « pire fléau depuis l'esclavage ». Ensuite, alors qu'une fusillade vient de se produire dans un campus, il se déclare contre les mesures visant à contrôler le port d'armes et il dit, je cite, « La probabilité qu'Hitler puisse atteindre ses objectifs aurait été considérablement réduite si le peuple avait été armé. » Fervent croyant, il se déclare opposé à l'avortement et explique, je cite encore, que l'homosexualité doit être assimilée à de la bestialité. Et ça, c'est qu'une petite partie de toutes les déclarations polémiques que Benjamin Carson a pu faire depuis qu'il est connu. Il perd finalement les primaires républicaines contre Donald Trump et décide de le soutenir. Une fois élu, Donald Trump le nomme ministre du Logement. En dehors de ces déclarations polémiques, Ben Carson a beaucoup marqué les esprits par son parcours hors norme. Et c'est donc en toute logique que Hollywood s'est saisi de son livre autobiographique sorti en 1990 pour en faire un film. C'est finalement en 2009 que Des mains en or est réalisé par Thomas Carter. Dans ce long métrage, plusieurs éléments de la vie de Carson sont un peu romancés, notamment une partie de son adolescence où Ben tente de planter un de ses camarades avec un couteau qui finit par se briser contre la boucle de sa ceinture. Pendant sa campagne, plusieurs médias ont enquêté sur la vie de Carson et ont sérieusement remis en doute sa version des faits, rapportant des témoignages de proches de l'époque ou de camarades qui ne se rappellent ni de ses accès de colère, ni de l'épisode du couteau. Carson, fervent croyant, s'est défendu plusieurs fois sur cette histoire, assurant qu'elle était vraie et expliquant qu'il se serait soigné grâce à la religion. Une histoire qui a été évidemment mise en scène par le réalisateur du film et mise en avant pour appuyer le parcours prodigieux de Carson et son rapport à la foi. Parce qu'après tout, le cinéma, c'est que du cinéma. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne de 20 minutes. Vous pouvez également nous dire en commentaire si vous souhaiteriez que l'on parle d'une personne qui a inspiré un film ou une œuvre en général.